Et si le loup n'était pas un loup pour l'homme? Il était une fois un louveteau, nouveau-né qu'on s'apprête à sacrifier dans un zoo. Il était une fois un spécialiste international des oiseaux et des mammifères, plus précisément du comportement des animaux sauvages dans leur environnement. L'histoire commence lorsqu'ils s'installeront ensemble dans un appartement. Il en résultera 5 années et demie de bonheur et une pluie de découvertes. Le loup est un modèle de gestion des ressources naturelles, mais aussi de savoir-vivre en société, joueur, solidaire, affectueux, altruiste. Le loup nous en apprend beaucoup sur l'homme. Personne n'avait osé, personne ne le fera plus jamais. Avec Pierre Jouventin, directeur de recherche au CNRS, nous remettrons en question un certain nombre de croyances, de clichés sur notre plus vieil ennemi. Oui, en effet, c'est aussi un livre de réhabilitation du loup, parce qu'actuellement, vous savez que le loup est arrivé et rentré en France, après une absence de plusieurs dizaines d'années et même siècles, et donc actuellement, tout le monde est obsédé par ce loup, la peur du loup. Or, ce loup, d'une part, dans toutes les études nord-américaines, il n'y a eu pas une seule attaque prouvée sur l'homme. Donc on se retrouve avec une situation complètement bizarre. D'un côté, les spécialistes et les biologistes qui ont étudié le loup disent qu'ils n'ont jamais pu prouver une seule attaque sur l'homme. Et puis on a, par exemple, un livre vient de sortir, 3000 attaques de l'homme par le loup, par un professeur de l'université de Caen. Évidemment, c'est un historien, donc il se base sur des récits, mais il faudrait quand même s'y retrouver. Donc il y a quelque chose. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir une telle disparité? Et alors, comment se fait-il? Eh bien, c'est pas simple, disons. D'une part, en Amérique du Nord, il y a moins de population. Deuxièmement, il y a tellement de ragots sur le loup. Le loup, c'est la bête, c'est le négatif de l'homme, c'est la négatif du chien aussi. Et, par exemple, la bête du Gévaudan, les derniers ouvrages qui ont été écrits sur la bête du Gévaudan considèrent que c'est pas des loups, mais que c'était des humains qui se servaient des loups, qui camouflaient leurs crimes en loups. Puisqu'il y a eu des cadavres décapités, des jeunes gens, des bergers déshabillés, donc c'est probablement pas des loups. En réalité, le loup, c'est un bouc émissaire. Donc c'est un peu le révélateur des crises sociales. Quand il y a des problèmes dans une société, on fait appel au loup. Et actuellement, je me demande si ça ne va pas recommencer. Nous, en réalité, notre famille, c'était la meute, puisqu'il y avait mon épouse, mon fils de 10 ans, et moi, et puis la louve. Donc, on était en famille. Et comme on ne peut pas mener un loup de force, et que de toute manière, c'était pas notre but, il s'agit d'entrer dans sa cervelle et d'arriver à la dominer psychologiquement, ce qui n'est pas simple. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend en vivant comme ça? Parce que vous avez parlé quasiment d'animal social, qui a du savoir-vivre, de l'altruisme. C'est incroyable, quoi, comme type d'expression. C'est pas moi qui ai trouvé ça. Hein. Tous les gens qui ont étudié les loups sont arrivés à la même conclusion. Non, mais vous le confirmez. Oui. Moi, non, je confirme pas. Je vais au-delà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a remarqué que le loup a une structure sociale incroyable, basée sur la coordination, la chasse en meute. C'est-à-dire qu'il y a non seulement toute la meute est au service du couple dominant et l'élevage des jeunes est fait par toute la meute pour un seul couple qui se reproduit. Donc il y a une sorte de structure sociale incroyable où tout le monde est au service de ce couple. Oui, mais Kamala, chez vous, elle n'est pas dans ces conditions-là. Non, mais je vous le dis, déjà, ça a frappé. C'est une bonne base, oui. Voilà, ça a frappé que, alors qu'on disait que le loup, justement, l'homme est un loup pour l'homme, le loup, c'est pas du tout le modèle que Thomas Hobbes présentait, c'est-à-dire, c'est pas du tout l'égoïste individualiste qu'il ne faut surtout pas être, hein. C'est au contraire non seulement un être très sociable, comme l'homme, mais moi je vais plus loin, puisque je découvre, en vivant avec cette louve, qu'elle fait preuve d'altruisme. Et donc, ça c'est un nouveau pan de la recherche, c'est-à-dire jusqu'à présent, on n'étudiait pas l'altruisme sur le plan de la biologie, parce que ça paraissait une spécificité, le propre de l'homme. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'animaux qui pratiquent une sorte d'altruisme biologique, et l'originalité de mon livre sur le plan scientifique, c'est de montrer que le loup fait preuve d'altruisme envers les membres de la meute, c'est-à-dire, et pourquoi on l'a vu ça? Parce qu'on se trouvait dans une situation tellement bizarre, étant membre de la meute nous-mêmes, qu'on a pu le constater. Mais normalement, un exemple. Personne ne peut le voir, parce que ce soit les chercheurs qui l'étudient sur le terrain ou qui l'étudient en captivité, vous voyez jamais ce genre de choses. Par contre, nous, au départ, on était un peu surpris, parce qu'on la voyait qui nous tirait par le pantalon quand on approchait d'un balcon, quand on se penchait à la fenêtre. Hein. Ma femme avait remarqué aussi que quand elle prenait son bain, la louve
louve l'a tiré par le coude. Alors bon, on comprenait pas, ça paraissait bizarre, on voyait bien que c'était pas agressif parce qu'elle le faisait délicatement, mais quand même, qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis, une fois, on va dans la propriété que j'ai toujours, là, qui a été mise en place d'ailleurs pour la louve, eh bien, on a une petite maison, dans la petite maison, on a un petit abri de jardin, il y a un puits, avec une trappe, on oublie de fermer la trappe, la louve entre, sent cette fraîcheur qui monte de l'eau, et puis tombe en arrêt, mon fils qui est derrière veut entrer, et elle l'empêche, elle lui barre le passage, et elle l'empêche, bon, on se dit, il y a quelque chose de bizarre. Après, on se dit, tiens, c'est bizarre quand même, est-ce qu'elle a pris conscience qu'il y a un danger? Et puis après, on la teste, c'est-à-dire qu'on va près de piscine, et on s'aperçoit qu'elle nous tire toujours en arrière, et puis alors la révélation, ça a été quand on est allé se baigner dans l'Hérault, à côté de Ganges, près de Montpellier, et que, allant se baigner 10 fois de suite, elle vient nous chercher au milieu du fleuve pour nous ramener à la rive. Et donc ça, c'est pas seulement des interprétations discutables. On peut, d'une part, j'aimerais bien qu'une télé me permette de montrer ces images, parce que moi j'ai photographié, ça se trouve dans le livre bien sûr, et j'ai filmé ce genre de choses. Et donc j'aimerais bien le montrer à la télé, mais déjà n'importe quel auditeur qui possède un ordinateur et Internet peut le voir. Il va sur mon site que j'ai créé justement pour voir ces images, qui s'appelle Kamela, K-A-M-E-A-L-E-A, _Louve, L-O-U-V-E, et il verra si c'est une interprétation tendancieuse ou pas. C'est évident. L'homme des cavernes, c'est-à-dire notre ancêtre, parce qu'il y a 10 000 ans qu'on a l'élevage et l'agriculture, hein, mais pendant 200 000 ans pour l'homme moderne et 2,5 millions d'années pour les humains, on a été des chasseurs en groupe, en meute. Et donc, on était obligé de se coordonner. C'est pour ça, sans doute, qu'on a une communication aussi développée. Et donc, en réalité, moi, j'en arrive au paradoxe, c'est un peu la conclusion, la thèse originale de mon livre, c'est que, sur le plan génétique, bien sûr, le chimpanzé est le plus proche de l'homme, et tout le monde a dit ça, et maintenant c'est archi connu. Mais par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est que le loup n'a pas de parenté étroite avec l'homme, mais par contre, il a une parenté, une convergence écologique. Il occupe exactement la même niche écologique que nous avons occupée pendant si longtemps et pour laquelle nous sommes toujours programmés, entre guillemets. Donc, en réalité, si nous sommes si agressifs et si néanmoins sociables, c'est parce que nous avons été formés pour vivre en commun, en petits groupes. À l'époque, c'était pour attraper des plus grosses proies. Un loup, par exemple, ça fait 50 kilos, et ça peut attraper des proies de 500 kilos, parce qu'ils ne chassent pas seuls. Par la société, par la sociabilité, ils sont capables d'arriver à créer une nouvelle niche écologique, c'est-à-dire chasser des animaux énormes. Et nous, de la même manière, maintenant c'est archi connu, maintenant d'ailleurs, c'est intéressant, le hasard a fait, moi j'ai attendu 35 ans pour publier ce livre, mais maintenant on sait par les connaissances d'éthologie qui ont été multipliées peut-être par 1000 en un siècle, et les connaissances d'anthropologie, et en particulier de préhistoire, on sait maintenant que l'homme était un chasseur en groupe jusqu'à récemment. Pourquoi, c'est votre question, nous sentons-nous si complices d'un carnivore à 4 pattes, c'est Kamela, qui nous ressemble si peu, ça c'est clair, alors qu'il est autrement plus difficile de vivre avec un grand singe dont nous sommes si proches génétiquement et intellectuellement. Pourquoi c'est votre quête? Pourquoi c'est la... Parce que ça veut dire que vous n'avez pas de réponse déjà. Non, j'ai une réponse. Le livre, c'est la réponse. D'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quand même aberrant. Vous avez maintenant tous les livres sur l'anthropologie de l'homme qui vous disent, bon, le plus proche parent, c'est le bonobo, le chimpanzé, etc. Bon, on peut pas vivre avec un chimpanzé. Enfin, ou du moins, c'est quasiment impossible. Hein. On peut le mettre en cage, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors que là, on arrive non seulement à vivre avec un loup, parce qu'on n'a jamais été mordu jusqu'au sang, pendant toute sa vie. Hein. Et donc, on a été parfois un peu titillé, parce que c'est brut, un loup, hein, et on n'a pas le pelage d'un loup, mais par contre, on n'a jamais été mordu jusqu'au sang. Dans les rapports à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de la meute, et donc dans l'intérieur de la famille pour nous, c'est incroyable de voir ce qu'un loup est capable de faire, c'est-à-dire que justement, il est capable de vous défendre, et quand, par exemple, mon fils avait une mauvaise note ou qu'il se faisait gronder par ses parents, eh bien, elle venait le consoler. Et vous le retrouvez... le consoler, pas le défendre contre vous. Non, quand même pas, non. Ouais, d'accord. Mais par contre, elle venait le consoler. Non, mais ça veut dire qu'elle acceptait votre autorité et en même temps qu'elle ressentait la tristesse de l'enfant. Involontairement, on refaisait la meute, c'est-à-dire que ma femme et moi, on était le couple dominant, et puis on avait les subadultes, c'est-à-dire mon fils et puis la louve. Et donc elle le consolait. Et donc elle se considérait comme très proche de lui parce qu'elle était de la même génération, si je puis dire. Alors d'une part, attention, un loup c'est beaucoup plus agressif et beaucoup plus rapide qu'un chien, et d'ailleurs, à
actuellement, sans doute en France, il commence à y avoir les chiens errants qui se font bouffer par les loups, parce que le chien, c'est un sous-loup. C'est-à-dire qu'il est tellement peu agressif par rapport à un loup qu'il fait pas le poids. Et quand on la mettait en présence de chiens, il fallait les protéger, parce que souvent, ils se faisaient attaquer. Parce que tout de suite, un loup, ça teste pour savoir s'il peut dominer. Vous avez, d'ailleurs, on parle du chien, mais il n'y a pas un chien, il y a des chiens en réalité. Vous avez des chiens qui sont très agressifs, y compris parfois avec l'homme, et puis vous avez des chiens qui sont vraiment toujours gentils et qui acceptent tout. Donc, il y a un gradient. Eh bien, comme par hasard, d'ailleurs, quand ils sont très très agressifs, souvent ils sont très proches du loup, génétiquement. Par exemple, le husky, les chiens de traîneau, etc., ce sont des chiens qui sont très durs à mener. D'ailleurs, ils hurlent. On voit que génétiquement, on n'a pas fait la sélection, alors qu'on a sélectionné le chien pour aboyer, parce que c'était autrement plus pratique, ça faisait un signal, alors que par contre, on a éliminé le hurlement, et il y a très peu de chiens, maintenant, qui hurlent. Et donc, l'homme, c'est quand même une espèce parmi d'autres, et on peut pas comprendre l'homme si on l'isole du reste de la nature. D'ailleurs, là, on en est actuellement au problème de survie de la planète, c'est-à-dire l'épuisement des ressources. Un loup, ça gère son milieu parfaitement, ses ressources parfaitement, par exemple, entre les hurlements qui disent où se trouve la meute et qui éliminent les autres groupes, avec les marques olfactives, etc. Tout le milieu est exploité intelligemment, et on a même prouvé, on pensait que si on supprimait les superprédateurs, les loups par exemple, eh bien au contraire, ça allait permettre aux herbivores d'être gras et de s'en tirer. Or, on a montré dans plusieurs endroits, en particulier au port de Yellowstone, que si on supprime le loup, eh bien tout l'écosystème est abîmé, parce que les herbivores deviennent tellement abondants qu'il n'y a plus d'herbe, ils meurent de famine, et puis il y a la maladie, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient malades et qui étaient éliminés par les loups ne sont plus éliminés. Donc en réalité, le loup est utile à l'écosystème, c'est maintenant prouvé. Déjà Darwin, il y a 150 ans, disait que la morale, qu'on considère comme une spécificité humaine, ce n'est que l'aboutissement de la socialité. Et que quand oui, il le disait déjà, parce qu'en réalité, on a compris à Darwin à moitié, c'est-à-dire qu'on a compris l'aspect parenté génétique, morphologique. Bon, là, tout le monde est d'accord maintenant, enfin, du moins les gens cultivés, ce qui ne veut pas dire, quand même, aux États-Unis, la moitié des gens qui sont évangélistes sont pas d'accord avec Darwin, donc c'est pas évident. Mais en tout cas, bon, les gens cultivés en Europe, par exemple, et même aux États-Unis, bien sûr, considèrent que la parenté génétique, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, dans tous les livres actuellement d'anthropologie, vous voyez la parenté avec les chimpanzés. Mais par contre, qui est une parenté psychologique, sociale avec le loup, ça, c'est beaucoup plus original. Et à mon avis, c'est le chaînon manquant, si je puis dire, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre pourquoi on est une espèce aussi curieuse, c'est-à-dire à la fois agressive et puis sociable, qui a un mode de communication aussi évolué. Les loups aussi ont un mode de communication très évolué, mais ça passe pas par la parole. Ah mais vous dites que l'homme est un animal comme les autres, j'aime bien cette phrase. Oui, enfin maintenant vous savez, il y a eu une erreur, il y a même Claude Lévi-Strauss en 70 qui disait une chose qui m'a paru lumineuse, c'est qu'il disait quand vous mettez une frontière entre l'homme et l'animal, dans la mesure où vous avez mis une frontière, bon, il suffit de la déplacer, et puis vous mettez dans l'animal, c'est-à-dire celui qu'on peut tuer, l'homosexuel, le noir, le juif, et c'est ce qu'on fait des nazis. Donc en réalité, au contraire, et il terminait, moi je suis d'accord avec lui, il faut éviter de mettre une frontière entre l'homme et l'animal. D'ailleurs, l'animal, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'existe même pas, l'animal. Il y a 2 millions d'espèces. Vous allez mettre dans le même sac un lombric avec un chimpanzé, c'est évident que c'est pas pareil. Donc en réalité, on est bien plus proche d'un chimpanzé sur le plan génétique, et on est bien plus proche sur le plan psychologique d'un loup. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'on occupait. Pour nous, on le voit plus maintenant. C'est très difficile à voir ce genre de choses. Il faut s'en référer à ce que nous ont expliqué les préhistoriens des dernières années. C'est qu'en réalité, on avait la même structure sociale. Mais à Frans de Waal, qui est un scientifique hollandais qui maintenant est aux États-Unis, qui a sorti tout un tas de bouquins, il en sort quasiment un par an, sur le fait que la morale n'est pas seulement humaine, mais qu'elle se trouve déjà dans le règne animal. Évidemment, elle se trouve pas au même niveau. De la même manière que le langage d'un loup, ça n'a pas grand-chose à voir avec le langage d'un homme. Mais il n'en reste pas moins que tout est à l'état latent. C'est-à-dire que et c'est la deuxième partie du message de Darwin qui a été oubliée. C'est-à-dire que la parenté morphologique, génétique, ça, ok. Tout le monde est d'accord, maintenant, enfin récemment. Mais par contre, la parenté psychologique, avec les animaux, ça, c'est pas compris. Et parce qu'on a une hérédité judéo-chrétienne qui est basée sur le fait qu'on vient d'éleveurs, c'est-à-dire qu'ils doivent considérer que l'animal, comme ils doivent le tuer parce qu'ils sont éleveurs, eh bien, c'est de l'autre côté. Or, Lévi-Strauss a été fin en disant, en réalité, attention, l'humanisme, ce n'est pas de s'opposer à l'animal, c'est au contraire de l'intégrer. Parce que là, vous avez un humanisme élargi.
Moi, ce que j'essaye de défendre, et que Lévi-Strauss défendait avec notre prestance, c'est que il faut renouer avec notre famille animale.